Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique de Redec. Cette semaine, aux infos, Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue. Et à droite, ils sont nombreux à s'être exclamés que les juges s'acharnent de façon injuste sur l'ancien président et que le traitement médiatique de cette affaire révèle bien que tous les journalistes sont de gauche. Mais cette semaine, aux infos, on a aussi assisté au début de la grande grève des cheminots. Et ils sont nombreux à gauche à s'être exclamés que l'on présente injustement cet événement comme une prise d'otage et que le traitement médiatique de cette affaire révèle bien que tous les journalistes sont de droite. Qui a raison ? Qui a tort ? Générique. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. C'est pas la première fois qu'on parle du clivage gauche-droite qui nous paraît mal adapté pour placer les hommes et les femmes politiques. Mais aujourd'hui, on parle des journalistes. Et il semble bien qu'il y ait des petits dénominateurs communs qu'on puisse trouver. Le problème, c'est qu'il y a peu d'études sérieuses sur l'orientation politique des journalistes, généralement parce que l'échantillon statistique est trop petit. L'autre problème, c'est que ça n'expliquerait pas tout. Il suffit d'avoir travaillé un temps dans un journal pour savoir que ce n'est pas l'auteur d'un article qui a le dernier mot, c'est même pas lui qui choisit le titre. Il participe au choix de l'angle, mais c'est le rédacteur en chef qui décide ultimement. Et le rédacteur en chef lui-même doit rendre compte de la tenue du journal auprès des quelques grandes fortunes qui possèdent les journaux. Parce que malgré les belles clauses d'indépendance, les Bolloré et autres Lagardère ne sont quand même pas sans impact sur la ligne éditoriale d'un journal qu'ils financent. Alors, la meilleure façon d'avoir un élément de réponse, c'est de consulter l'orientation politique des lecteurs. Ce sont les lecteurs qui reconnaissent une vision du monde proche de la leur, et s'ils sont tranchés, alors ce sera significatif. Et le fait est que ils sont tranchés. En 2012, l'IFOP a conduit une enquête sur 6000 personnes, qui donne des résultats, à vrai dire, pas si surprenants. On y apprend que la majorité de ceux qui regardent le JT de TF1 votent à droite, alors que la majorité de ceux qui regardent celui de France 2 votent à gauche. C'est à gauche qu'on lit Le Monde et Libération, à droite qu'on lit Les Échos et Le Figaro. Même chose pour les hebdomadaires, à gauche on lit Marianne et Le Nouvel Obs, à droite on lit Le Point, L'Express ou Valeurs Actuelles. Il semble bien que d'après cette enquête, il y a toujours un journal pas trop éloigné de votre idéologie perso. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ce qu'on voudrait dire, c'est que s'il y a bien des problèmes liés au métier de journaliste, ce n'est pas l'appartenance idéologique. Ce n'est pas non plus qu'il y a des journalistes qui aiment mentir, coucou le décodex, alors que d'autres feraient leur travail avec sérieux. On en sait quelque chose puisqu'il est très rare que les articles qui ont été faits à notre sujet ne contiennent pas de fausses informations. Big up à la fois où dans Le Parisien, ils ont dit que nos vidéos rapportaient un gros SMIC. Si seulement. C'est pas qu'ils étaient mal intentionnés, c'est qu'ils ont peu de temps pour écrire beaucoup. Et pour gagner des sous, pour ne pas finir comme le magazine L'Hebdo, dont le premier numéro en janvier avait fait 100 000 ventes, et qui cette semaine a mis la clé sous la porte, faute de lecteurs, les journaux ont deux solutions. Soit ils passent par la publicité, et à l'heure d'adblock, il faut parfois faire des publicités déguisées en reportage, soit ils passent par l'abonnement. Mais susciter assez de confiance pour que le lecteur s'abonne, forcément, ça prend du temps. En attendant, alors, ils font des articles superficiels sur des sujets complexes. C'est quelque chose qu'on trouve clairement illustré dans le livre La banlieue du 20h, qui montre bien que quand toutes les 3 semaines vous avez 3 heures pour faire un sujet sur la banlieue, eh bien vous allez toujours et directement dans la cité la plus proche de vos bureaux, où vous rencontrez vos intermédiaires habituels qui savent vous donner les réponses que vous cherchez. En clair, il y a un impératif de rendement qui contraint tous les journalistes, soient-ils de gauche ou de droite. Cet impératif de rendement est accru par la dépendance aux réseaux sociaux, et plus particulièrement à Facebook. On le sait, il y a bien plus de lecteurs en ligne qu'en papier. En octobre 2017, en Serbie et en Slovaquie, entre autres, Facebook a viré les pages du fil d'actualité principal. Certes, les gens ne subissaient plus les tags gênants de leurs amis de lycée, mais les grands journaux ont perdu les 2/3 de leur audience en ligne. Depuis janvier 2018 et la refonte globale du fil d'actualité dans le monde, Vox Media a viré une 50aine de personnes et une autre page à 12 millions d'abonnés a mis la clé sous la porte. Quand ça arrive aux journaux de l'autre bord, ça ne vous fait pas verser de larmes, mais ça pourrait vous faire manquer l'essentiel. Il y a une dépendance des journaux à Facebook. Or, le problème, c'est que sur Facebook, les articles ne sont pas présentés comme dans le journal papier que vous ouvrez au café. Vous voyez un titre, vous voyez les réactions des gens en 6 émotions réductrices et des dizaines de commentaires postés par des personnes âgées qui ont uploadé 7 fois la même photo de profil, prise comme ça. Or, sur Internet, ce qui est viral, c'est justement ce qui suscite l'émerveillement ou la colère. Mais même l'impératif de rendement et la dépendance à Facebook ne sont pas le principal problème. Même si on imaginait un journaliste qui aurait plus de 2 semaines pour faire son sujet et qui publierait dans un journal agrolectorat, eh bien il serait quand même victime de la contrainte qui les emprisonne tous, qui nous emprisonne tous. L'amour des histoires. C'est quelque chose qu'on trouve très visible depuis qu'on se soucie de littérature. Tout ce que nous connaissons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous retenons, c'est parce qu'on l'a structuré dans une histoire. C'est en racontant une histoire qu'on arrive à donner sens à toutes les bizarres suites d'événements. Prenez notre propre existence sur Terre. On veut donner sens à la multitude de journées vécues et alors on dit « depuis que je suis tout petit, mon destin c'est d'être très riche ». Et ça tombe bien, je suis justement sur le point de devenir expert comptable. Et on omet de dire que de 15 à 17 ans, on aurait bien voulu chanter dans un groupe de punk rock. On s'est dit que c'est un détail qui n'est pas significatif.
Pour faire rentrer la réalité complexe et chaotique dans votre récit, il faut mettre de côté un certain nombre de détails. Par exemple, le fait que les personnages de roman vont bel et bien aux toilettes. Il n'y a pas de raison qu'ils n'y aillent pas. Mais simplement, c'est pas important pour l'histoire. C'est comme du montage, on omet certains détails. Mais pas n'importe lesquels. Ce que vous omettrez dépendra du récit que vous voudrez raconter. Si c'est l'ascension d'un jeune artiste talentueux, vous mentionnerez qu'il passe ses nuits à peindre plutôt qu'à voir ses amis. Si c'est un ancien président mis en examen pour la énième fois, vous pourrez dire que c'est de l'acharnement, ou bien qu'on l'aura bientôt. Si c'est une grande grève, vous pourrez dire que c'est une prise d'otage, ou bien une digne résistance. En un mot, les journalistes sont formés à présenter rapidement, à des lecteurs pressés, des histoires concises et problématisées, qui reviennent volontairement ou pas à porter des individus au pinacle, ou à les clouer au pilori. La victime, le monstre, le sauveur. A plus pour d'autres opinions nuancées, le mock out. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, le plus important pour nous, si elle vous a plu, c'est que vous la partagiez, que vous en parliez autour de vous. Deuxième chose, vous le savez peut-être pas, mais comme on met pas de pub devant nos vidéos, comme on ne les monétise pas, et ben YouTube nous empêche de mettre un lien vers Tipeee en fin de vidéo, en plus de restreindre un peu leur référencement. Donc, si vous avez les moyens de soutenir l'émission, n'hésitez pas à suivre le lien en description. Merci et à bientôt. À bientôt.